tous. Applaudissements. Applaudissements plus forts. Non, ça va, stop. Sinon, ça ne fait pas spontané. Et puis surtout, il va falloir réserver vos applaudissements pour l'invité très exceptionnel qui sera sur cette scène dans quelques instants. Encore une fois, ces rendez-vous remplacent, ils sont plusieurs, l'unique leçon de cinéma qui était habituellement faite ici dans cette même salle Buñuel. Et nous pensons, et nous avons raison, puisque vous êtes si nombreux pour venir écouter ça, qu'il est important d'avoir aussi, en dehors des films, en dehors de la cavalcade cannoise, un moment de calme, d'échange pour parler cinéma, pour parler de la vie, pour parler d'une carrière. Et cette année, c'est un beau programme. Bong Joon-ho, Isabelle Huppert, qui viendra parler, non pas de sa carrière, mais de théâtre et de cinéma. Elle a ouvert avant-hier le Festival d'Avignon dans la Cour des Papes. Et elle est évidemment, comme chez elle, à Cannes. Et elle viendra parler de ça. C'est quoi la différence d'être une comédienne de théâtre ou une actrice de cinéma? Steve McQueen, le cinéaste anglais, qui avait gagné la Caméra d'Or il y a quelques années avec Hunger ici, quelqu'un d'assez rare, qui n'est jamais revenu à Cannes et qui viendra. Matt Damon, demain ou après-demain, je ne sais plus, qui viendra aussi. Et là, c'est pareil, Matt Damon, c'est pas mal de l'entendre en direct. Et puis, Marco Bellocchio qui reçoit une palme d'or d'honneur à la clôture. Il y a 2 palmes d'or d'honneur cette année, puisque Cannes n'a pas eu lieu l'année dernière. Et la première de ces palmes d'or, c'est celle que Jodie Foster a reçue hier des mains de Pedro Almodovar. Il y a 20 ans, que nous étions rencontrés avec Jodie. Je commençais juste, moi, ici, au Festival de Cannes, et nous souhaitions qu'elle soit présidente du jury. Et ça ne s'était pas fait, parce qu'une actrice, ça travaille, et que pour des questions, hélas, de date, mais tant mieux, c'est pour ça que Panic Room a existé, elle n'a pas pu être présidente. Elle ne perd rien pour attendre, car un jour, elle sera présidente du jury du Festival de Cannes. Mais c'est une joie encore plus forte qu'elle nous a fait d'accepter d'être l'invité d'honneur de la soirée d'ouverture du Festival de Cannes de la Renaissance, de la réouverture, et plus encore d'accepter que nous le remettions une palme d'or d'honneur. Il y a eu un petit magnéto sur sa carrière, il aurait pu durer plusieurs heures, tellement on a le sentiment, depuis 1976 et sa première présence ici avec Robert De Niro et Martin Scorsese et Taxi Driver, nous vivons avec elle, nous l'admirons. Hier, c'était un spectacle extraordinaire de l'avoir avec nous et de l'entendre parler. Je vous ai dit que vous m'aviez fait les applaudissements timides, mais là, j'espère que vous serez à la hauteur. Merci d'accueillir Jodie Foster. Merci. C'est gentil. La prochaine fois que j'arrive, vous me faites pareil, s'il vous plaît. Pour modérer cette rencontre, vous le voyez souvent en bas des marches, vous le voyez souvent sur Canal+, bien entendu. Il vit à Los Angeles, il travaille avec nous, il m'accompagne beaucoup sur les sélections de films américains. Lève-toi, Didier. Didier Halouche. Vous avez vu ça? C'est joli. Voilà. Oui, c'est pas mal. Hein. Il y a la sécurité, tentez pas de le piquer. Parce que... Bon, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Ah mince, j'avais prévu de la piquer après, je peux pas, non. Ouais, justement, Jodie, si vous voulez bien, on va commencer par cette palme d'honneur. C'est une question assez simple et je demande pardon de cette question si simple pour commencer. Mais c'était quoi le sentiment hier quand Pedro vous l'a présenté? Ah, mais c'est très touchant quand même, surtout parce que ça fait un effet de voir tous ces gens dans leur siège qui se lèvent. Ça, c'est quelque chose.
Ça fait battre le cœur. Mais surtout de revenir à Cannes après tellement d'années. Enfin, j'ai commencé ma carrière ici. J'avais déjà fait des films, mais quand même, c'était le début de ma carrière ici, avec Taxi Driver. Et puis, c'est la nostalgie, c'est l'amour pour le cinéma, c'est tous ces grands cinéphiles, cinéastes et aussi des metteurs en scène, des gens dans le cinéma que j'ai connus, qui ont aspiré à mon travail. C'est aussi qui étaient là. Vous venez de le dire, vous êtes, on peut le dire, même si c'est vrai qu'il y avait des films avant, une enfant de Cannes. C'est-à-dire que oui. Quand vous arrivez en 76, vous n'avez pas seulement Taxi Driver, il y a Bugsy Malone aussi. C'est Oui. une année exceptionnelle. J'aimerais qu'on revienne en arrière. On ne va pas faire film par film parce que c'est trop fastidieux, mais on va revenir sur quelques films importants. Et puis sur ce moment-là, ce moment précis, ce que j'aimerais avoir, c'est pas le souvenir que vous en gardez, mais surtout le souvenir de votre regard d'enfant, d'adolescente à l'époque. C'était quoi? C'était, bien sûr, c'était compliqué. Je vais vous dire une petite histoire que je ne raconte pas généralement, mais c'est très triste. J'allais à Cannes, c'était très excitant. J'allais à l'aéroport et j'avais mon petit chien qui aboyait. Et le petit chien, il a aboyé, il a tombé dans les escaliers parce que c'était le monsieur qui était à la porte, le chauffeur. Il a tombé les escaliers, il est mort. Non. Dans mes bras, le sang partout. Moi, je m'enfermais. J'ai mis le chien ici, et puis je me suis enfermée dans les toilettes. J'ai dit, je veux pas sortir. Ma mère, elle a dit, il faut sortir. J'ai pris la voiture. C'est affreux, hein. Il y a longtemps. J'ai eu d'autres. Il était adorable, mais j'ai eu d'autres chiens depuis. Bon. On est parti pour l'aéroport et elle a dit oui, j'ai entendu une nouvelle, enfin on n'avait pas de cellulaire, mais elle a entendu une nouvelle que le chien est mort. Elle a dit on va parler. J'ai dit non, on va certainement pas parler de ça. J'étais tellement triste, c'était vraiment le moment le plus triste de ma vie. J'ai pris l'avion pour Cannes et je me suis dit, j'ai fait une sorte de prière en disant: je sais que ce moment dans ma carrière va être un très grand moment. Et malheureusement, j'ai dû faire ce sacrifice de la seule personne au monde que j'aimais. Et j'ai gardé en secret comme ça. Alors, c'était tout le séjour à Cannes. C'est magnifique, c'est excitant, c'est fantastique. Taxi Driver, ça va gagner peut-être le Palme d'Or, etc. Et puis, pauvre Napoléon. Alors, c'était... c'est comme le cinéma, c'est triste et c'est comique en même temps. Il s'appelait Napoléon, le chien. Oui, Napoléon, et puis il était comme ça, il était un Yorkshire terrier. C'est atroce comme histoire. C'est atroce, je ne sais pas pourquoi je vous le dis d'ailleurs, excusez-moi. Non, mais parce qu'en plus, je suis revenu sur des photos de cette époque Oui. où vous étiez avec Robert De Niro et Martin Scorsese, et vous aviez l'air tellement heureuse, tellement... Je l'étais, mais c'est une grande expérience. Et les grandes expériences, elles sont à la fois, des fois tragiques et comiques. C'est stressant d'être un acteur, c'est stressant d'être là parmi tant de gens et tout ça, mais c'est un stress qui a... Je sais pas, j'ai l'impression que c'est significatif et que le film était significatif. Alors c'est comme si vous étiez un soldat à la guerre, dans une guerre dont vous y croyez, dont vous y passionnez. La guerre, c'est pas marrant, mais pourtant, c'est significatif. Il y a eu un moment pendant le festival où vous avez conquis le cœur des Français. C'était à la conférence de presse. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Il y a eu une question qui a été un peu mal traduite et vous avez pris le micro et vous avez tout de suite dit non, elle n'a pas dit ça, la dame, elle a dit. Vous vous souvenez de ce Non, pas tellement. Il y a beaucoup de choses qui sont très embarrassantes dont je ne me souviens plus. Ah ben non, là, du coup, on a dit mais elle est française quasiment. C'était ça aussi. C'était la première fois que je fasse une conférence de presse ou parler à la presse en français. Alors pour moi, c'était assez... je frimais un peu. C'était parfait. Taxi Driver, on ne peut pas ne pas parler de ce film-là. C'est le film fondateur, avec Alice peut-être. Oui. Aujourd'hui, on connaît toutes les histoires, on sait comment il y a eu des difficultés à accepter le rôle, pas le faire, enfin, pas de vous, mais plutôt de vos parents. Est-ce qu'aujourd'hui, vous le voyez comme ça, comme la base, comme le film fondateur? On est d'accord ici pour dire que c'est un des plus grands films jamais faits, probablement une des plus belles palmes d'or qu'il y a eu ici.
Est-ce que vous voyez, vous voyez ça à l'époque? Absolument. Enfin, pour moi, c'est un film qui était au moment d'une sorte de transformation dans le cinéma, dans les années 70. Les films d'auteur américains, c'est l'âge d'or pour les films américains. Et je suis très fière de me trouver là-dedans. Je sais pas, c'est le destin, j'étais chanceuse. Mais j'avais déjà fait un film avec Scorsese, Alice ne vit plus ici. Et c'est la raison qu'il me connaissait. Il a parlé un petit peu, il y avait un discours, les gens pensaient que j'étais trop jeune pour jouer le rôle d'un prostitué, et il voulait, les gens, enfin des avocats, etc., des gens le gouvernement de la Californie, et il voulait savoir si j'étais assez consciente psychologiquement pour pouvoir le jouer. Alors il fallait que je prenne des tests et plein de choses comme ça. J'ai revu le film pour me préparer, mais c'est extraordinaire ce film. C'est un très grand film. Hein. Et vous êtes pas mal dedans, je dois dire. Merci. Bon, je sais pas, mais... Non, si, je vous le dis. C'est gentil. Mais par contre, à l'époque, moi, je l'avais pas vu parce que j'étais trop petit, donc je suis allé voir Bugsy Malone à la place. Et là, je dis, elle est top, elle. C'était la même année, en fait. J'avais Taxi Driver, Bugsy Malone, le film La petite fille au bout du chemin, et un autre film qui s'appelait Echoes of a Summer, je pense. Ils étaient tous les quatre à Cannes cette année-là. Ouais. Justement, parlons-en de La petite fille au bout du chemin. Oui, ok. Parce que, je vous avoue franchement, c'est un film tellement étrange, c'est un film tellement bizarre. Et puis je me souviens de la bande-annonce où vous faisiez la voix en français et vous disiez « N'entrez pas, venez dans ma maison si vous n'avez pas peur ». Et j'étais absolument terrifié. Ben oui. Quel souvenir vous gardez de ce film-là? Oui, c'est un film un peu bizarre. Nicolas Gessner, exactement. Martin Sheen aussi. Martin Sheen, oui. Et... je sais pas, je portais une perruque et j'avais des fausses dents. Alors pour moi, c'était un film où j'étais un peu awkward. Je sais pas comment ça se dit ici, maladroit dans le film, je trouve. Moi, je sais pas. Ça, c'est mon opinion. Mais il voulait absolument que j'ai des cheveux longs et que j'ai une cassure dans mon dent. Alors il fallait que je porte des dents et on l'a tourné au Canada où il faisait très très froid. Alors, le moment que je sortais dehors, tu ne pouvais plus parler. C'était comme là, pour tout le film. Vous allez le voir. Maintenant, quand vous allez le voir, vous allez rigoler. À la même époque, il y a Freaky Friday. Oui. C'est le premier énorme succès. Oui. Vous devenez... on ne mesure pas à quel point vous êtes populaire aux États-Unis avec ce film-là. Vous devenez une star, quoi, en gros. Qu'est-ce que ça change? Bon, je ne sais pas. C'était un film d'enfant. Alors, je ne sais pas. J'étais en pleine adolescence, avec des boutons et un peu corpulent. Et j'étais un peu embarrassée par le film. Un peu embarrassée, c'est tout. Pourquoi embarrassée? Je ne sais pas, parce que j'avais 14 ans. On est toujours embarrassé quand on a 14 ans, non? Embarrassé pour tout le monde, par nous-mêmes, pour nos parents. Ouais. Et la popularité qui est arrivée avec ça, vous l'avez gérée comment? Je sais pas, je me souviens pas tellement que c'était si populaire que ça. C'était si populaire que ça? Ouais. Oh oui. Peut-être. C'était Taxi Driver surtout qui était le grand succès que je me souviens. Il fait chaud ici, hein? Il fait super chaud. Ensuite, il y a un film en France. Oui. Moi, Fleur Bleue, vous vivez quelques mois en France. Oui. On va pas parler de Moi, Fleur Bleue, on va revenir par contre sur votre carrière française. D'abord, votre français, vous l'apprenez au lycée français de Los Angeles. Et là, on a une petite surprise puisqu'on a un de vos profs de français qui est là. Non. C'est Bruckner qui est là. C'est vrai. Voilà. Bonjour. Vous allez bien? Vous étiez toute petite. Oui. Et déjà très bonne élève. Ah non. Moi, je me souviens, on me disait Foster au coin. Constant, Foster, il faut se taire. Je me souviens de ça. Ça fait bien de vous voir. Vous étiez bavarde à l'école. Ah bah oui. Hein. J'aimais bien parler avec les autres. Bon, alors, il y aura d'autres films français dans votre carrière. Il y a Le Genet, il y a Le Chabrol. Quel est aujourd'hui votre rapport avec le cinéma français? Est-ce que vous êtes toujours une curieuse de ce qu'on fait ici? Oui, enfin, j'aimerais beaucoup faire un film en France. C'est une chose dont je rêve. J'en ai fait que 2, en fait, 3 en fait. Enfin, j'attends. Alors, s'il y en a des réalisateurs parmi vous qui ont peut-être un scénario pour moi, mais je voudrais vraiment faire un film français à la française, pas un film américain qui vient en France et je joue une américaine en France. Enfin, je voudrais faire un vrai film français. Mais malheureusement, on ne reçoit pas tellement de films français aux États-Unis, ou alors
je les vois très peu. On les voit sur Netflix, sur Amazon et HBO et tout ça. J'ai des plans, si vous voulez, on se parle après. D'accord, tout à l'heure. C'est une chose aussi qui est très étrange, c'est que pour préparer cette rencontre, donc je suis revenu sur quelques films, parfois très vite parce que j'étais très à la bourre, mais il y en a un que j'ai regardé où je me suis dit je vais regarder vite fait, et puis en fait je vais regarder en entier, c'est Les Accusés. Ah, ça fait longtemps parce que j'ai pas d'abord vu vous ce y êtes film. absolument épatante, Merci. et c'est votre premier Oscar, mais c'est surtout pour la vision qu'on a du film aujourd'hui. Je crois qu'avec tout ce qu'on a eu, avec le post-MeToo, avec toutes les histoires atroces qu'on a entendues depuis que ça a explosé, j'ai l'impression que la vision d'un film sur le viol, sur la façon dont les femmes ne sont pas écoutées ou entendues dans le système judiciaire américain à l'époque, et c'est pareil maintenant, on peut le dire, ça commence à changer un petit peu, mais c'est pas encore ça. Est-ce que vous pensez que c'est moi, ou c'est cette relation avec l'époque, ou c'est aussi un film qui date oui, en fait, c'est un film sur un moment historique, en fait, parce que je pense que les choses ont changé, mais à l'époque... même faire le film, on avait des tas de difficultés avec les gens qui disaient non mais elle était habillée en jupe, alors c'est normal qu'elle sera violée. Ou alors les autres garçons dans la pièce qui gueulaient, qui invitaient le viol, c'est normal, c'est ça les garçons. Enfin, à l'époque, c'était vraiment ça. Et c'était ça la critique du film. Il y avait même des critiques du film qui disaient oui, enfin, le film, c'est normal, etc. Alors, pour nous, c'était une conversation qui était très importante à l'époque. Et je pense que ça a changé les choses. Et je pense que ça... Bon, je ne vais pas dire débuter parce que c'est une conversation qui se fait depuis très longtemps. Mais au point de vue cinéma, je pense que c'est un point de référence pour quand la conversation a changé vis-à-vis des femmes et la violence. Oui, vous avez tout à fait raison, c'est une pierre à l'édifice. C'est un film important sur les questions, pas seulement là-dessus, sur les questions sociales, la question de la relation à ça aux États-Unis. Il y en a eu d'autres dans votre carrière qui ont été importants, on va revenir là-dessus, mais on va continuer un petit peu là-dessus si vous voulez. La question de la parité aujourd'hui à Hollywood, elle est très très importante, elle est très, très prégnante. Et je voulais vous demander, vous avez été productrice, vous avez été actrice, vous avez été réalisatrice, vous êtes réalisatrice. Comment vous avez vu, dans vos années de carrière, l'évolution sur la question de la parité homme-femme à Hollywood? La parité, c'est-à-dire salaire ou sur tous les niveaux. Plein de choses ont changé depuis 55 ans. Plein de choses. Heureusement. Quand j'ai commencé le travail... je vais regarder par là un petit peu, quand même. Bonjour. Quand j'ai commencé mon métier, il n'y avait pas de femmes. Enfin, vraiment, je ne voyais jamais de femme. Je voyais la femme qui jouait à ma mère. Il y avait la maquilleuse, des fois, pas tout le temps. Et il y avait la femme script. Sinon, je ne voyais jamais une autre femme. Et ça a changé. Le moment que les techniciennes sont venues sur le plateau, tout d'un coup, il y avait un moral sur les plateaux qui était tellement meilleur. Parce que ces pauvres garçons, ils étaient tout seuls, sans leur famille, sans leurs enfants, à vivre comme une sorte de camp, de colonie d'hommes, un peu macho. Et c'était pénible pour eux aussi. Alors ça, c'était une nouvelle qui a changé un petit peu le cinéma. Et là, après, vous aviez eu plusieurs producteurs, des chefs de studio qui étaient femmes, et pourtant, rien n'a changé pour les metteurs en scène. Il n'y avait presque pas de metteurs en scène femmes au cinéma depuis, je ne sais pas dans les grands films, dans les petits films, des fois, peut-être sur la télé, peut-être. Mais en Europe, vous aviez eu pas mal de femmes réalisateurs, mais pas nous. Et moi, je ne comprenais pas pourquoi c'était un chemin tellement inachevé. Et parce que, bien sûr, je voulais être metteur en scène. Et j'ai réalisé que ce n'était pas une chose consciente, que c'était vraiment une sorte de profilisation. Parce que, par exemple, les chefs de studio, c'était des femmes, et pourtant, ils n'engageaient pas des femmes en tant que réalisatrices. Et vous voyez les listes que les femmes, les exécutives généraient, et c'était des listes entièrement mâles. Et je pense que c'était un problème, c'était pas fait exprès, mais c'était un problème qu'on pensait que les femmes, c'était des risques.
si on prenait une femme pour un rôle important sur le plateau, le chef du plateau, la personne, la vision du film, la personne la plus importante, que ça allait être un risque qu'on ne pouvait pas prendre. Et là, ça a vraiment changé dans les derniers 10 ans. Et je suis fière d'être, enfin, je ne dirais pas parmi les premiers, parce que, comme vous savez, Alice Guy Blaché, en 1911, elle a fait le premier film de narrative au monde. Hein, ce n'était pas les autres, c'était elle. Elle faisait partie de la compagnie Gaumont. Dorothy Arzner, etc. Il y en avait pas mal il y en avait des réalisatrices femmes, mais pourtant, aux États-Unis, c'était une sorte un blocage. Pas qu'aux États-Unis, dans d'autres pays aussi. C'était pas. Ouais. C'est mieux ici, mais c'était pas non plus. Je peux insister un petit peu sur la parité aussi salariale. Là, Oui. par contre, c'est pas encore réglé. Oh, ça va être vite. J'en sais rien. J'en sais rien. Enfin, je sais qu'il y a des gens qui en parlent là-dessus et qui sont très intelligents là-dessus. Moi, je ne sais rien et je trouve qu'il y a tellement d'autres avenues d'inégalité au monde. C'est difficile pour moi de penser et de consacrer du temps sur les salariés des célébrités. Eh ben, ça marche. Excusez-moi. Pas de problème. Après les accusés, il y a Clarisse. Oui. Clarisse, Le silence des agneaux, je pense qu'on aime tous ce film ici. C'est un film qui tient sur deux choses. C'est un film que moi je trouve génial pour deux raisons. D'abord, il y a la mise en scène de Jonathan Demme qui est un découpage absolument exceptionnel. C'est une vraie leçon. Et puis il y a vous deux. Il y a Anthony Hopkins et vous, et la relation que vous avez à l'écran. Moi, ce que je me demande, c'est quand on tourne une scène comme la scène du dialogue derrière les barreaux, est-ce que les acteurs se rendent compte qu'ils sont en train d'écrire une page de l'histoire ou c'est juste un autre jour au boulot? Non, mais on savait qu'il y avait quelque chose d'important qui se passait et on ne savait pas ce que c'était. Parce qu'on avait cette sorte de frisson, de peur, de confusion, d'embarrassement. Enfin, c'était compliqué. Et on savait qu'il y avait quelque chose. Et puis, on ne sait jamais ce qui va se faire dans la chambre, pas la chambre de montage, dans la suite de montage. Dans la salle de montage. Voilà, la salle de montage, voilà. Et Jonathan, par exemple, avait filmé des petites scènes, comiques. Parce que c'est un réalisateur, normalement, qui avait fait des films comiques. Alors, il avait des petites scènes où les FBI font des trucs, et puis moi, je suis toute petite, et eux, ils sont très grands, etc. Il y avait des petites scènes comme ça, comiques, et moi, j'avais peur qu'ils ne le prennent pas au sérieux. Parce que quand même, on parlait de femmes tuées, des femmes assassinées par un homme randonnément. Et je ne voulais pas faire une blague de ça. Alors, moi, j'étais un peu angoissée. Je ne savais pas ce qui allait se passer, mais finalement, je pense qu'il a vraiment, enfin, il a conçu le film, bien sûr. Le film était bien préparé, mais c'est dans le montage qu'il a vraiment vu ce qu'il a fait. Et le rapport avec la relation avec Anthony, comment vous avez bossé tous les deux? Génial, il est gentil, il est vraiment un acteur fabuleux. D'ailleurs, ces derniers 5 ans, je pense que c'est les 2 meilleures performances qu'il a données dans sa vie, avec The Pape et The Father. Vraiment un acteur extraordinaire et un homme tellement gentil. Mais la première fois que je l'ai rencontré, c'était en répétition. Enfin, pas en répétition, on faisait une sorte de... lecture. Voilà, on faisait une lecture autour d'une table. Et je ne lui avais pas parlé. Je me suis assise, je lui ai serré la main. Il a commencé avec son lecteur. Et tout d'un coup, j'avais drôlement peur. Et... je ne sais pas, j'étais stressée, j'arrivais pas à lui dire bonjour. Après, j'ai dit bon, salut, je suis partie. Et il n'est pas revenu au tournage après un mois, parce que tous ces scènes jouaient à la fin. Et finalement, on était à travers les barreaux. Alors, on n'arrivait jamais à se parler. Alors, pendant tout le film, j'avais peur de lui. Alors, un jour, on était à la fin, c'était la dernière journée, on était au déjeuner et je lui ai dit, vous savez, j'avais un peu peur de vous. Il a dit, moi j'avais peur de vous aussi. Et après ça, on s'est donné un gros câlin et on est devenus vraiment des amis après. C'est vraiment devenu un phénomène, le film. C'est un des rares films qui est sorti, je crois, en printemps et qui a été jusqu'aux Oscars quelques 9 mois après. C'est votre deuxième Oscar aussi. Vous étiez toute jeune, vous n'aviez même pas 30 ans à l'époque. Comment vous aviez vécu tout ce phénomène autour du film? C'est vrai que j'ai fait beaucoup quand j'étais jeune et c'est peut-être la raison que je suis très lente maintenant.
Je suis devenue très lente. J'aime bien faire les choses. J'aime bien travailler, mais aussi prendre du temps pour ma vie. Plus de temps pour ma vie maintenant qu'avant. C'est essentiel. Et d'ailleurs, vous démarrez un petit peu plus tard une carrière de productrice avec Egg Picture. Cette période Egg Picture, vous avez des films que moi je trouve très intéressants, comme Waking the Dead ou Dangerous Life of Walter Boy. Vous avez arrêté après. Qu'est-ce que vous gardez un petit peu de cette période de Egg Picture? On a fait des beaux films. Je sais qu'on a fait des beaux films. Et Nell aussi, bien sûr. Et Nell aussi, oui. C'était un moment très créatif pour moi de finalement avoir la possibilité de créer une vision avec des metteurs en scène et même avec moi-même comme metteur en scène. Mais des fois, je le vois comme une sorte de faillite parce que j'ai pas fait des gros films qui ont fait des énormes box-office. Et malheureusement, à Los Angeles, à Hollywood, en disant Hollywood parce que pas l'endroit, mais le phénomène, c'est déstabilisant un peu parce que moi, je me souviens, j'avais un film qui est sorti, un film vraiment de tout mon cœur que j'avais réalisé. Et c'est sorti le vendredi. Et le samedi, j'étais allée faire une sorte de conférence. Il y a quelqu'un qui est venu, il a dit « I'm so sorry about your movie ». Parce que ça n'avait pas pris beaucoup d'entrées. Et ça m'avait vraiment là, oh oui, c'est une faillite, c'est affreux. Et je suis très sensible aux faillites. Alors Egg Pictures, pour moi, c'est un peu... Bon, on n'a pas fait des grands films, mais je pense qu'on a fait des très beaux films avec des premiers réalisateurs et des films qui étaient à la fois un petit peu indépendants et aussi crossover, comme on dit, de studio. Alors, j'en suis très fière. Ah, vous pouvez, parce qu'on découvrait souvent ces films à Sundance, c'était des films indépendants, et il y a eu des très belles soirées grâce à des films comme Waking the Dead, que j'aime beaucoup, je le répète. Merci. Jodie Foster, réalisatrice maintenant. Oui, ok. Vous dites souvent qu'il y a 2 réalisateurs qui vous ont impressionné, avec lesquels vous avez beaucoup appris, c'est David Fincher et c'est Neil Jordan. Pourquoi eux? Pour 2 différentes raisons complètement. De toute façon, tous les metteurs en scène avec qui j'ai travaillé, moi je trouve que ma carrière a été un grand film school pour moi. C'était vraiment... j'ai pu regarder autour des épaules de grands réalisateurs comme Scorsese, comme Spike Lee, par exemple, Chabrol, etc., Jean-Pierre Jeunet. Mais David Fincher, c'est la personne qui m'a vraiment appris le plus. Et techniquement, oui, bien sûr, parce que c'est le plus grand technicien au monde. Il n'y a personne qui arriverait à cette hauteur. Mais aussi parce qu'il a une vision qui est singulière et il a absolument confiance que même si sa vision n'est pas bonne, peu importe, c'est le sien. Et ça, c'est quelque chose que j'en tirais, cette idée. Si vous avez une idée qui est instinctuelle, vous le savez que c'est cette voie-ci dont il faut y aller comme réalisateur, c'est la confiance, c'est ce qu'il vous faut pour savoir achever. Avec Neil Jordan, c'est quelqu'un, il est un poète en fait. Il écrit des romans, il écrit de la poésie. Il est irlandais, alors il croit un petit peu à la stream of consciousness dans son écriture. Alors il arrive sur le plateau, il a planifié quelque chose, oui, bien sûr, il a dit au chef opérateur, oui, normalement, cette caméra, etc. Mais il est complètement ouvert. Il arrive comme vous faites dans les répétitions vers le théâtre, et il s'allonge comme ça, il regarde, et puis il demande des questions. Il ne vous demande jamais de faire quoi que ce soit, mais il vous demande des questions, comme « Ah, tu penses que... qu'est-ce que tu penses avec sa relation avec sa mère? Tu penses qu'ils se sont chamaillés un peu ?» Ou elle a un chien ou un chat? Vraiment des questions banales, mais en même temps qui vous mettent sur une voie en tant qu'acteur pour que vous le trouvez en vous, vous le trouvez instinctivement. Et des fois, chaque fois, il planifie quelques petits trucs, mais sinon, il laisse l'improviste arriver. Alors, il dira, on arrive sur le plateau, on a des gens, il dira, ah oui, s'il y avait 10 taxis qui venaient, et puis ils passent tous, elle n'arrivait pas à en avoir.
Et puis il y a l'accessoiriste qui est là, qui est en disant « 10 taxis, où est-ce que je vais trouver 10 taxis ?» Mais c'est constamment « Ah oui, s'il y avait une glace ici. Une glace, c'est 3 heures du matin !» Alors il faut être vraiment sur vos talons. Il y en a d'autres? Il y en a d'autres qui vous ont... Oh, plein. Enfin, des fois, des premiers metteurs en scène avec qui j'ai travaillé, où je me suis dit, bah, ça c'est quelqu'un où j'ai vraiment appris énormément. Là, même le film, j'ai fait un film juste avant Le Mauritanien. J'ai fait un film qui s'appelait Hotel Artemis, que moi j'ai vraiment aimé, et c'était un premier metteur en scène. Et il a fait un très bon job dans le film, mais j'ai appris tellement de choses sur ce film, et pourtant j'en ai fait des 60 films, mais j'ai appris pas mal de choses. On apprend toujours. Hein. Ouais. C'est l'envie de devenir réalisatrice, elle est venue à quel moment dans votre carrière? C'est venu... Il y a eu un déclic? Quand j'avais 6 ans, j'étais sur un plateau et je faisais une série télé qui s'appelait The Courtship of Eddie's Father. Et j'avais déjà joué, c'était un rôle qui revenait. Et un jour, le monsieur qui jouait le père, il s'appelait Bill Bixby, il est arrivé, il était le metteur en scène. Je me suis dit, oh tiens, non, il laisse les acteurs être des metteurs en scène. Et ma tête a explosé et j'ai dit, non, ça c'est ce que j'ai envie de faire dans ma vie. Mais je ne savais pas si les femmes pouvaient être des metteurs en scène. Et ma mère, elle m'a dit, ah non, les femmes, elles ne peuvent pas être metteurs en scène, sauf si elles écrivent. Alors je me suis dit, j'ai mis une note dans ma tête, j'ai dit, il faut que j'écrive. Et je ne suis pas une grande écrivaine, j'écris un peu. Alors je me suis toujours dit, je ne vais jamais arriver à être un réalisateur sans écrivain. Alors j'ai revu vos 4 films, et c'est difficile de trouver un point commun parce qu'ils sont assez différents, et en même temps, il y a quelque chose qui revient tout le temps. Alors je vais les citer pour le public. C'est évidemment Little Man Ted, Le Petit Homme, One for the Holidays, Week-end en famille, The Beaver, Le Complexe du Castor, qui était ici d'ailleurs, et Money Monster, qui était aussi ici. Trouver un point commun, les films sont très différents et racontent des histoires vraiment différentes, mais en même temps, vous êtes un de ces metteurs en scène qui est très proche de l'humain. Vous êtes tout le temps en rapport avec à la fois les acteurs, le personnage, la relation entre les personnages, même dans Money Monster entre George Clooney et le terroriste. C'est quelque chose qui a l'air de vous tenir extrêmement à cœur, je me trompe? Oui, et je suis très attirée en tant que réalisateur, pas en tant que spectateur, mais en tant que réalisateur, je suis très attirée par le vrai. Je veux vraiment sentir que tout est absolument vrai, que... même s'il y a des fantasmes, même s'il y a une fantôme qui vient, ou s'il y a un martien tout en vert, mais je veux qu'il y ait une sorte de vérité que je peux toucher. Et c'est la mesure que je fais. C'est la seule question, et ça pour le masterclass, ça c'est la seule question que je me demande 120 fois par jour, c'est est-ce que c'est vrai? S'il y a un acteur qui vient et qui dit « je porte une chemise blanche » ou « je porte une chemise noire », je dis « on va voir ce qui est vrai ». Ou s'il y a quelqu'un qui dit je suis en larmes ici, ou je suis confuse et je ne comprends pas ce que j'ai fait, je dis on va essayer de découvrir la vérité. Et parce que ça c'est le seul, comment on dit, la cloche qui sonne que j'entende. Et sinon le reste c'est distrayant. Alors j'aime la vérité, mais pourtant comme spectateur, moi j'adore des tas de différents films, mais malheureusement, comme réalisateur, je ne les fais pas. Pardon, et vous la trouvez comment, la vérité? C'est pas le plus facile? Comment vous la trouvez, la vérité des personnages? C'est pas le plus facile? C'est en se demandant des questions à nos émotions, à nos références, à nos propres références, et à voir si ça nous touche. Si ça nous touche. Et des fois, les décisions qu'on fait, la façon qu'on nous sommes attirés vers quelque chose, vers un choix par exemple, des fois on ne sait pas la raison pourquoi on est attiré. Et ça reste inconsciente. Et petit à petit, peut-être à la fin du film, on se voit « Ah, ça c'est la raison ». Ou même dans le montage, on dit « Ah, maintenant je comprends le film ». Ou même plus tard, des années plus tard, et on comprend pourquoi on a fait ce choix. C'est assez étrange parce que dans vos films, il y a des acteurs qu'on connaît bien, qu'on a vus souvent, mais on ne les a jamais vus comme ça. Mel Gibson, par exemple, c'est un cas vraiment particulier. On l'a vu dans des dizaines de films, on pensait avoir tout vu. On voit The Beaver et c'est complètement différent. Comment vous voyez qu'il peut faire ça? Parce qu'il ne l'avait jamais fait avant.
Oui, c'est George Clooney aussi, une grande performance de Mel, et dont je suis très fière qu'il me l'a donnée. Vraiment, pour moi, c'était un grand cadeau, de quelqu'un que j'aime depuis très longtemps, un ami, et quelqu'un que je connais personnellement. Alors, je connais ses faiblesses, je connais ses forces, et il sait très bien. Je suis quelqu'un à qui il fait confiance, et il sait très bien que dans mes mains, je ne lui ferai pas de mal. Alors c'est la raison qu'il a pu s'ouvrir. Et c'est une grande leçon pour les metteurs en scène vis-à-vis de leur acteur, parce que vous êtes là un petit peu comme parents. Et un parent, ça fait deux choses à la fois. Hein. Ça dirige un peu, qui dit « Ah oui, le train, ça va partir à 8h30 pile. » Mais le parent aussi, c'est quelqu'un qui dit « Eh ben, on va faire le trajet, on ne sait pas où ça va aller. Mais je vous aime quand même. Hein. Vous pouvez faire des conneries, peu importe, je vous aime. » Et ces deux choses à la fois fait partie de cette sorte de parentage que j'essaie de donner aux acteurs. Alors, c'est tout lui. Hein, sa performance, c'était tout lui. En même temps, lui, c'est quelqu'un qui fait la première prise, la deuxième prise, et puis après, il essaie de... Alors, moi, j'essaye de rester sur les premiers et les deuxièmes prises avec lui. Vous avez fait quand même les autres, ou vous en faisiez d'autres Oui, des fois, si on a besoin, pour des raisons techniques, mais en général, avec Mel, c'est différent avec des différents acteurs, mais avec Mel, ses premiers instincts sont les meilleurs, et je préfère travailler d'une façon très fast, très rapide. Je suis québécoise maintenant. Très vite, très rapide, et pour que ça garde la spontanée et pour qu'ils ne doivent pas penser. Parce que des fois, les moments où vous commencez à penser, vous commencez à avoir le trac en disant « Ah non, mais je suis ridicule !» Alors, pour moi, je trouve que ça, c'est une bonne façon de travailler. Les acteurs, ils travaillent d'une façon un peu inconsciente. Ils font des choix très précis et ils restent avec ces choix-là. Moi, en tant que réalisateur, je prépare mais d'une façon folle. Je prépare pour que je suis là avec mon équipe exactement le moment qu'ils disent action, tout ce qu'ils vont faire vont être sur l'écran. Et puis après, piste, on passe sur quelque chose d'autre. Je vous ai interviewé récemment pour The Mauritanian, on va en pouvoir parler dans un instant, et j'avais dit une bêtise, et vous m'aviez rabaissé mon caquet, vous avez bien fait, vous avez dit que vous n'aviez... Vous me dites que c'était votre premier vrai film politique, oui. Je vous dis, mais non, il y a Money Monster, et vous m'avez répondu, ah ben je joue pas dedans, et effectivement. C'est vrai. Oui, mais alors, la question c'est justement, est-ce que vous considérez Money Monster comme un film politique ? C'est intéressant parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui avaient des idées sur ce que devrait être le film. Hein, le studio, bien sûr, le voyait comme un thriller. Moi, je ne le voyais pas du tout comme un thriller, du tout. Moi, s'il faut faire un sous-titre du film, je dirais que c'est un film qui parle du sentiment de la faillite chez les hommes. Hein. 3 hommes, George Clooney, Jack O'Connell et le troisième. Et le troisième. Et ça va venir 10 minutes après. Qui sont en face de la faillite et de la faiblesse, de la vulnérabilité de l'échec. Et tous les 3, ils réagissent différemment, mais pourtant, ils ont tout ça en commun. Et tous les 3, c'est aussi vis-à-vis des femmes qu'ils ont fait l'échec. Et c'est ça la chose la plus vulnérable pour eux. Et je trouvais ça très intéressant, comme dans une pièce de théâtre, de voir ces 3 hommes entrelacés. C'est pas du tout un film politique pour moi. Non, pas du tout. Donc voilà. Okay, vous avez mais pourtant, ce qui est intéressant dans le film, je vois très vite fait, c'est qu'on a fait le film en 2015. Et ça parlait beaucoup de cette sorte de... comment est-ce qu'on dit nous, on dit ça white... il y a un mot américain qui est fantastique, mais ça ne revient pas. Les personnes blanches qui ont toujours eu du privilège et qui maintenant voient que leur privilège ne marche plus. Il y a un mot américain pour ça qui est très intéressant. Et là, le personnage de Jack O'Connell dans le film, c'est quelqu'un qui dit
ah non, moi, je vous ai vous avez piqué tout mon argent. Où est mon argent? C'est la faute des Chinois. C'est la faute de toi. Moi, je vais tuer tout le monde parce que j'ai rien dans la vie. Je ne suis rien. Et ce phénomène, ça faisait partie de la culture à l'époque. Hein, on le ressentait. Et c'était quelque chose dont j'étais très consciente, qui m'a touchée beaucoup. Mais c'est seulement en 2016 que Trump est venu. Et ça faisait partie un petit peu de cette... il y avait une sorte de zeitgeist aux États-Unis, dont le film en parle. Mais un peu plus tôt, malheureusement. Désolé que vous ayez eu de l'avance. Hein. The Mauritanian, désigné coupable. C'est une grosse première pour vous. C'est la première fois. Alors vous me corrigez si je me trompe, hein, je vais un peu vérifier, mais je ne suis pas sûr. Vous jouez un personnage qui a déjà existé, c'est vrai? Oui, ouais. oui, elle s'appelle Nancy Hollander. Et c'était la première fois, vous n'aviez jamais joué de personnage ayant existé avant? Si, une fois, sauf que la dame, elle était morte depuis 200 ans. Et c'était quel film? Non, c'était Anna Leon Owens, dans le Anna and the King, oui. Et alors, ça change quelque chose? Bah oui, c'est embêtant en fait, parce que vous avez la personne devant vous et il y a des moments où vous avez envie de changer les choses pour le thème du film. Alors, pour moi, c'est toujours embêtant. C'est la raison que je l'ai jamais fait parce que j'aime bien changer les choses. C'est pour moi, je suis là pour servir le film, pas pour servir mon personnage à moi, mais pour tell a story. Hein. Alors, j'avais demandé à Nancy Hollander, parce que le film, vraiment, il s'agit de Mohamedou Ould Slahi, qui est joué par Tahar Rahim. Et c'est vraiment joué par Tahar Rahim. Il est merveilleux dans le film. Et c'est vraiment c'est son histoire à lui. Et l'avocate que je joue, c'est quelqu'un qui lui a aidé, une femme américaine qui lui a aidé, une lawyer américain qui lui a aidé, avocat. Mais c'était pas son histoire, c'était l'histoire de Mohamedou. Alors je l'avais dit ça à la dame Nancy. Elle a dit absolument, et c'est la raison que vous pouvez changer les choses. Alors j'ai dit bon, très bien, je vais rester dans mon personnage, sauf que j'ai plus méchante. Alors j'étais bien plus méchante, pas polie, et elle a dit que c'était ok. Alors ça allait. Vous me l'aviez dit, vous avez rarement fait des films engagés. Désigné coupable, vous allez voir, je crois, à partir de septembre en France. Oui. C'est vraiment un film engagé, on peut le dire. On peut le dire, on peut y aller. Vous n'avez pas fait beaucoup. Je sais que dans votre vie privée, vous êtes engagé, mais ça, c'est votre vie privée, on ne va pas en parler ici. Et pourquoi vous n'êtes pas plus engagé dans les films, politiquement ou socialement? Parce qu'il faut que les films soient bien écrits. Et j'avais pas vu des films engagés qui étaient bien écrits. Et pour moi, ça veut dire que moi, je trouve ça, c'est pas satisfaisant quand un film est une série de faits qui sont dits historiquement aux spectateurs. Ça, c'est pas un film. Ça, c'est de l'histoire. Pour moi, juste un film qui est un journal, moi, je préfère regarder le journal. Hein, parce que le cinéma peut faire tellement plus. Alors pour moi, ce qui est important, c'est les émotions des personnages, des caractères. Et si ça entrelace avec la politique ou le sociopolitique, pour moi, c'est accompli. C'est satisfaisant. Et le film The Mauritanian, qui s'appelle Désigné coupable. Voilà, Désigné coupable. J'oublie toujours le titre en français, parce que c'est quand même mieux en anglais. Oui. C'est vraiment un film qui a les deux. C'est vraiment ça touche d'une façon tellement émotionnelle. La vraie histoire est magnifique. Et c'est surtout quand vous sortez du film, vous êtes inspiré par ce personnage, le vrai personnage de Mohamedou. C'est quelqu'un qui a passé 15 ans en prison sans aucune raison. Et pourtant, il est humble, il est marrant, il est plein de joie. Et he is forgiving. Comment est-ce qu'on dit forgiving? Il accepte de pardonner. Voilà, il accepte le pardon. Il accepte le pardon? Non, c'est pardonner. Il accepte de pardonner au gouvernement américain et à plein d'autres personnes qui m'ont fait du mal. Alors ça, c'est pas une question, mais allez voir le film, parce que si vous aimez les acteurs, les scènes que vous avez avec Tahar sont exceptionnelles. Voilà. Il est magnifique dans le film. Vos deux scènes. On va ouvrir les questions au public si vous en avez, mais juste avant, je voudrais vous avez retrouvé Spike Lee hier, un petit mot sur Inside Man, qui est un film que j'adore. J'adore cet homme. J'adore sa joie devant le cinéma. Et puis il a un côté américain qui est tellement chaleureux et en même temps qui aime bien se moquer. Comment est-ce qu'on dit ça? Teasing. Oui, se moquer, oui.
Taquiner, oui. Et ça ressort dans tous ses films. Et je pense qu'il a fait énormément pour le cinéma américain et qu'il continuera à faire énormément pour le cinéma américain. Il est courageux et des fois il prend des risques et il tombe. Il tombe et ça marche pas du tout. Mais des fois il fait des risques et il met tout au casino et ça marche et c'est incroyable. Alors, pour les questions, il y a des micros sur le côté. Levez la main. Si vous voulez bien vous lever, enlevez votre masque quand vous posez la question et le remettre en vous rasseyant, s'il vous plaît. Je crois qu'on a une question juste là, mademoiselle. Monsieur. Thank you very much. Speaking of risks in your career, what is the biggest risk that you've taken? En parlant de risques dans votre carrière, quel est le plus gros risque que vous avez pris? Wow. Well, there are a number of them. Je fais en anglais? En français, vous avez... En français? OK. Il y en a quelques-uns, mais le premier, c'était aller à l'université au lieu de rester au cinéma, parce que j'étais allée à l'université pendant 5 ans, à Yale, ouais. Et tout le monde me disait, votre carrière sera finie. Ma mère, elle a dit, votre carrière sera finie, on vend la maison. Mais pourtant, ça m'a tellement rapporté. Mon éducation était tellement importante pour tout ce que j'ai fait après, pour savoir... Moi, je dis savoir lire. J'ai appris à lire à l'université, à vraiment lire d'une façon profonde. Et ça a tellement aidé mon jeu et aussi mon travail de réalisateur. Et le deuxième, c'est de devenir metteur en scène, juste après que j'avais gagné un Oscar. D'ailleurs, encore une fois, la même personne, ma mère, m'a dit que c'était une très mauvaise idée de sauter à la mise en scène quand j'étais à un sommet assez haut dans la carrière, parce que j'allais louper, c'était mon moment pour faire beaucoup d'argent, mon moment pour faire plein de choses, et que c'était une très mauvaise choix, et malheureusement, je ne lui ai pas écouté, et je suis très contente. Donc en fait, votre conseil, c'est n'écoutez pas maman. Voilà. Alors, je crois qu'on a une question juste là. Hello, Jodie. Hi. I have a question. Sure. What is your advice for women in film industry, like women that want to enter the film industry? As a director, producer, actor? In general. La question, Yeah, c'est that's very general, sorry. quel est votre conseil pour les femmes qui veulent rentrer dans l'industrie en général, dans n'importe quel domaine? Well, comme vous savez, moi j'ai commencé à l'âge de 3 ans, alors j'ai pas vraiment l'expérience de commencer dans le cinéma, mais là c'est le moment, c'est le moment pour les femmes, je pense, de rentrer, parce que il y a une conscience, même si les choses n'ont pas entièrement changé, il y a une conscience du fait que ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas entendu des histoires de femmes, qu'on n'a pas vu. Qu'on n'écoutait pas le perspective des femmes vis-à-vis de nos propres narratives. C'est le moment. Alors, moi, je pense que c'est un peu, comment on dit, cliché de dire racontez vos propres histoires, mais c'est surtout s'interroger et se demander les questions sur la véracité des choses, se dire... est-ce que c'est quelque chose qui sonne en moi, qui sonne vrai en moi, au lieu d'essayer de plaire aux autres, aux spectateurs ou aux producteurs, de garder une sorte de conscience de ce qui sonne vrai chez vous? Pardon, je dis, mais je vais continuer là-dessus. Vous vous rendez compte que vous êtes, à votre niveau, une des rares personnalités de l'industrie qui est restée aussi authentique par rapport à ce que vous vouliez et par rapport à ce que vous voulez faire. C'est difficile de trouver des films qui ne vous ressemblent pas dans votre carrière, des rôles où on se dit « Ah oui, c'est pour elle ». Bon, il y en a peut-être, mais ce n'est vraiment pas la majorité. Oui, enfin, j'ai eu de la chance de pouvoir choisir, parce qu'en général, on n'a pas la chance de choisir. Au début des carrières, il y a si quelqu'un nous offre quelque chose, on le prend. Mais j'ai eu la chance de travailler beaucoup très jeune, et comme ça, au bout d'un certain temps, j'avais la possibilité de choisir. Et comme je dis toujours, je n'étais pas fait pour être actrice, j'ai jamais voulu être une actrice. C'est jusqu'à l'âge de 3 ans, j'ai tombé en ça. Alors, normalement, je pense que j'aurais fait un job plus intellectuel, parce que c'est ma personnalité dont je suis née. Et c'est peut-être une bonne chose, parce que j'ai approché les choix d'une différente façon. J'approchais les choix des films comme j'approcherais écrire un roman ou
parler d'une œuvre d'art. Beaucoup d'acteurs, enfin, je ne dis pas beaucoup d'acteurs, mais beaucoup de jeunes acteurs arrivent en disant « j'ai envie qu'on me regarde ». C'est la raison que j'ai envie d'être un acteur. J'ai envie qu'on me regarde dans des jolies fringues. Et ça, c'est la pire raison pour devenir acteur. Et ça prend des années, malheureusement, pour certaines personnes, ça prend des années pour enlever cette armature qui vous sépare de l'authenticité à l'écran. Le monsieur en bleu. Bonjour Jodie. Bonjour. J'ai une question. On a vu récemment sur Arte un excellent documentaire sur votre carrière. Ah oui, on m'a dit et ça. dans ce documentaire, on apprenait que vous aviez travaillé plusieurs années sur un projet sur Leni Riefenstahl. Oui. Est-ce que vous pourriez accepter de nous en parler un peu? Ben, je le fais plus parce que je suis trop vieille. C'est vrai que il y a beaucoup de scénarios, de projets dont j'ai travaillé beaucoup pendant des années qui ne sont pas faits. Et celui-là, c'est celui qui me brise le cœur un peu parce que c'est vraiment une histoire magnifique. Et j'espère qu'un jour quelqu'un le fera. Je pense qu'il y avait un film allemand qui s'est fait sur Leni Riefenstahl récemment. Je l'ai pas vu. Mais l'histoire de Leni, c'est une histoire. Nous, on appelle ça un cautionary tale, c'est-à-dire une histoire qui apprend ce qu'il ne faut pas faire. Hein, c'est une histoire sur quelqu'un qui était ambitieuse, une femme dans un métier d'homme avant la guerre, et qui était tellement ambitieuse sur sa carrière qu'elle a utilisé son œuvre et son art pour les pires choses. Et ça, je pense que c'est une histoire qui devrait être racontée, mais malheureusement, ça ne sera pas. Je ne vais pas remuer le couteau dans la plaie et rajouter Flora Plum. Non. Peut-être un jour, quelqu'un le fera et je jouerai à la vieille Leni Riefenstahl parce qu'elle est morte à 103 ans. Hein, elle faisait toujours du scuba. Elle habitait la moitié de l'année en Papouasie-Nouvelle-Guinée et le reste à Berlin. Elle était magnifique, elle est incroyable cette femme. C'est pas le seul film que vous n'avez pas réussi à faire, il y en a plein. Ah non, il y en a plein. Je parlais avec Guillermo del Toro une fois, il me disait que la vraie nature des films, en fait, c'est de ne pas exister, que ceux qui existent sont des accidents. Vous partagez ça? C'est vrai. Des fois, avec mes amis qui font des films, je leur appelle pas après que le film est sorti, je leur appelle le matin avant que ça sorte, et je leur dis bravo, félicitations. Vous avez réussi à faire un film, parce que c'est impossible de pouvoir faire un film. Alors c'est ça ce qu'il faut applaudir, c'est les gens qui réussissent à le monter, parce qu'après, on ne sait jamais. On a une question au fond de la salle là-bas. Ici Marc Garriga, de la radio de la Catalogne à Barcelone. Pedro Almodóvar a fait le premier film en anglais avec Tilda Swinton. Vous avez parlé avec lui de faire un film ensemble? Non, on n'a pas parlé de ça, mais je viens juste de déjeuner avec lui et Tilda Swinton. Et pour moi, Pedro Almodóvar est tellement important dans ma carrière parce que c'est le premier cinéma féministe que j'ai vu, en fait. C'est la première fois que je voyais des films qui parlaient de femmes d'une façon vraiment vraie, vraiment à l'intérieur de l'expérience féminine. Et pour moi, c'est un grand don qu'il a. C'est l'amour qu'il a pour les femmes, mais aussi c'est la possibilité d'entrer dans les corps des gens. Et moi, je dis toujours, entrez dans les corps des gens et puis regardez qu'est-ce qu'il y a autour. Et ça, je trouve que c'est un phénomène qui se passe très facilement chez les femmes réalisateurs, mais malheureusement moins facilement chez les hommes. C'est beaucoup plus difficile pour les hommes de s'intégrer dans les corps des autres et regarder en face d'eux. Et d'ailleurs, presque impossible pour eux, avant, historiquement, puis maintenant peut-être, mais historiquement, d'entrer dans le corps d'une femme et de se demander qu'est-ce qu'elle exprime, quelle est l'expérience compliquée, complexe de la femme. Je crois qu'on a une question par là-bas. Bonjour, Jodie. Bonjour. Ah ouais, ça va? Vous êtes? Ouais, je suis là. Tout au fond là-bas. Vous me voyez? Ok, oui, je vous vois. Ok, parfait. En fait, avant, on a une question là et par rapport aux femmes. Je viens la compléter. Et pour les hommes? Non, c'est bon, je rigole. Pour les hommes. Non, je rigole, en fait. La question, c'est, imaginons que j'ai une idée. Comment je peux faire pour atteindre quelqu'un qui soit en puissance pour donner suite? C'est-à-dire, est-ce que je pourrais venir vous parler pendant 3 minutes après, genre d'une idée que j'ai? Incroyable. Le séducteur. Ah, c'est le séducteur? Non, c'est trop. C'est bien. En fait, c'est une question qui se répond d'elle-même.
parce que Merci. seulement un homme demanderait cette question. De cette façon. Non, mais je dis ça gentiment, hein. Vraiment. Je dis ça gentiment. C'est vrai. Et d'ailleurs, si vous voyez mes films, en général, je fais des films qui parlent d'hommes, toujours. Le petit homme, Molly Monster. Et j'ai 2 garçons. Alors, pour moi, je parle des histoires d'hommes à travers les yeux d'une femme. Et ça n'a rien à voir avec votre question, mais c'était l'ironie. Donc il ne peut pas vous donner son scénario après. Trop lourd, Alors. j'ai valise à bagage à main seulement. On va le monsieur en blanc juste là. Non, au rang là, avec les lunettes, s'il vous plaît. Je viens vers vous, promis. Bonjour Jodie. Bonjour. Merci d'être là d'abord. Oui. Je voulais vous demander quelle était votre vision du cinéma de demain. On voit aujourd'hui des films qui sont de plus en plus engagés. Est-ce que vous pensez que ce le sera de plus en plus, ou au contraire qu'il y aura peut-être on va prendre un peu plus de recul? Qu'est-ce que vous en pensez? Quel est votre avis là-dessus? Qu'est-ce que vous Moi, pensez? j'y crois à la renouvellement, la renouvellement de la culture vis-à-vis, à travers le cinéma. Et je pense que ce moment-là est un moment tellement important parce que nous sommes dans une sorte de transition culturelle, un moment de conscience où des gens qui sont très conscients existent sur la Terre avec des gens qui ne sont pas conscients du tout. Et ça va être un moment très intéressant pour le cinéma, je pense, et ça l'est déjà. Chaque moment dans l'histoire du cinéma, c'est une phase différente. Il y a des moments où c'est les comédies, il y a des moments où c'est que des films d'horreur, et ça a à voir avec une sorte de... Il y a un mot pour ça, c'est une sorte de conscience de la culture qui se révèle. Et il en est temps d'écouter des voix diverses, et comme le film que j'ai fait qui s'appelle... Comment ça s'appelle en français? Lequel? Le Mauritanien. Désigné coupable. Désigné coupable. Je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à le... Mauritanien, tout le monde doit Oui, savoir. le Mauritanien. Ce personnage dans le film, qui à travers son humilité et son humanité arrive à to teach. Apprendre. Enseigner. Je perds des mots comme ça, comme apprendre, qui arrive à faire connaître aux gens moins conscients. Et c'est comme ça que les gens changent. Hein, moi, j'espère que le gouvernement américain, que le gouvernement de Biden, d'ailleurs, qui était responsable pour les derniers 5 ans que Mohamedou a passé encore en prison sans aucune raison, qu'eux aussi, ils peuvent regarder l'histoire, regarder cette histoire, regarder le cinéma et dire « Ah oui, on a fait une faute. Et c'est à nous maintenant de changer. » Je vais continuer, si vous permettez, sur la question du changement du cinéma. Oui. Il est en train de se passer un phénomène aux États-Unis, vous le savez, c'est que les films, ce que j'appelle moi les films du milieu, les films d'auteur à un budget quand même assez conséquent, les films que vous faites en fait, ils vont maintenant directement sur les streamers, que ce soit Amazon, Netflix. Il en reste quelques-uns qui vont dans la course aux Oscars en automne, mais c'est 15 films max. Le reste, c'est sur Netflix, c'est sur Amazon, c'est tout ça. Vous le vivez comment ça? Oui, encore une fois, c'est la même réponse. Ça a à voir avec le renouvellement du cinéma vis-à-vis des différentes formes. Oui, mais le cinéma, c'est dans les salles. Non, pas nécessairement. Il y avait des gens en 1911 qui disaient que le cinéma, c'est qu'avec des trucs statiques. Hein, où il y avait des gens qui disaient « Ah non, c'est le noir et blanc ». Enfin, le cinéma évolue avec la technologie, mais aussi avec la culture. Et moi, je pense que c'est une très bonne chose que nous avons des autres avenues, parce qu'on savait que ça allait venir. De toute façon, il y a 10 ans, ça fait 10 ans qu'on sait que ça vient. Il y a une sorte d'une partage. On a les grands films de gros budget, de films franchise, de films de séries dans les grands studios, les grands distributeurs, et puis on a les films narratifs. Les grands studios ont compris que les films narratifs ne gagnent pas autant d'argent. Alors ils ont décidé de changer leur modèle de business. Je ne sais pas si vous dites ça en français. De changer leur modèle de business et de mettre $100 millions, $200 millions sur des gros films de gros budget avec des super-heroes. Et ce qui fait que les streamers, maintenant, ils ont tout le pouvoir parce que c'est eux qui ont amené tous les artistes.
Et là, maintenant, avec le pandémique, ça a accéléré les choses. Et là, maintenant, je pense que la culture a changé, les spectateurs ont changé, les gens qui sont plus jeunes se disent mettre 50 € pour aller voir un film en salle qui est un tout petit film génial que j'adorerais voir au petit écran. Moi, je préfère rester chez moi le voir. Et nous avons changé les habitudes des spectateurs. J'espère que ça revient parce que quand même, l'expérience du cinéma, c'est quelque chose, hein, la salle. Mais il y a de la place pour tout le monde. On va vous voir quand dans un film Marvel? J'aimerais bien faire un film de Marvel. Il y a plein de grands acteurs qui l'ont fait. Ça, c'était pas Marvel, je pense. Mais Iron Man, Iron Man, c'est Marvel. Iron Man, j'ai trouvé ça fabuleux. Et avec votre acteur en plus, Black Robert Downey. Panther aussi, j'ai trouvé magnifique. Mais il faut qu'il y ait de la place pour tout le monde parce que nous sommes tous différents. Et c'est ça ce qui est génial avec le streaming, c'est que maintenant, vous avez la possibilité de vraiment de voir des films, plein de films internationaux, des films de 8 épisodes, des films qui sont... je ne sais pas le nom, mais les films sérieux, des films de narrative, les films de petit budget, parce que vous inquiétez pas, les gros studios, ils voulaient pas produire ces films. Et quand ils les produisaient, ils les contrôlaient à mort avec un bâton pour que toute la créativité s'en sorte. Alors, c'est une bonne chose que nous avons des autres avenues pour la créativité. Et peut-être bientôt, ça sera les montres. Hein. Et moi, je suis OK avec ça. Je pense que je serai très bien sur le montre. Donc, Kevin Feige, si vous nous entendez, Jody attend votre coup de fil. Une autre question dans la salle? Alors, on va aller jeter par là. Qui a un micro? C'est moi. Voilà. Bonjour Jody. Bonjour. Tout d'abord, félicitations pour votre palme. J'ai une petite question sur votre métier de réalisatrice. Je voulais savoir à quel point le fait d'être une actrice, avant de passer à la réalisation, ça vous avait servi pour concevoir un film, pour diriger des acteurs et voilà, dans la conception du film de manière générale. Oui. Moi, je trouve que ça sert énormément et que c'est une très bonne transition, la transition acteur-réalisateur. Parmi les pires transitions, c'est directeur de photo et réalisateur. Juste parce que c'est un différent de métier. Mais les acteurs, et d'ailleurs ce qu'on appelle les operators, c'est ceux qui sont derrière la caméra, comme vous, monsieur, ils sont... Les cadreurs. Oui, les cadreurs. C'est les cadreurs. C'est seulement les acteurs et les cadreurs qui sont vraiment dans le plan et qui savent si le moment marche ou si elle ne marche pas. Hein, et ça, c'est un instinct qu'on arrive à voir tout de suite. Ça marche ou ça marche pas. Et c'est seulement les acteurs et les cadreurs qui ont la possibilité de toucher à ça. Alors moi, je trouve que les meilleures transitions viennent des acteurs. Pardon, j'ai dit une bêtise. Les cadreurs, c'est à la télévision, c'est les opérateurs caméra au cinéma. Ah, voilà. OK. Monsieur, s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour. Vous avez eu plusieurs agents dans votre vie? Pas beaucoup. Pas beaucoup. Quand vous étiez enfant, vous en aviez un? C'est vrai. Quand j'étais toute petite, j'en avais un. Puis après, j'en avais un autre que j'ai eu pendant 40 ans. 40 et quelques. Oui. Ma question est la suivante. Oui. Quel est le meilleur conseil que vous pourriez donner à un agent d'acteur qui travaille avec des enfants et des ados? Ah, vous travaillez avec des enfants et des ados? Super, bravo. Merci. C'est qu'il faut les protéger. Il faut les aimer, les protéger, parce que c'est aussi important que de faire leur carrière, c'est qu'ils finissent par être des êtres humains qui sont heureux, qui ont les outils émotionnels, et il faut les protéger. Parce que moi, quand j'étais toute petite, de l'âge de 3 ans jusqu'à l'âge de 12 ans, j'avais une femme qui s'appelait Toni Kellman, je l'adorais, et... Elle me protégeait, parce qu'il faut les protéger. Il y a énormément de choses, énormément de défis pour les jeunes, que ça soit juste... et aussi travailler avec leurs parents, pour que les parents soient là à les soutenir. Merci. Ah, je t'en prie. On va passer juste devant. Si vous pouvez passer le micro à mademoiselle juste devant. Merci. Et après, on revient vers vous, promis. Bonjour. Excusez-moi, mon français n'est pas très bien. C'est pas grave. Je suis coréenne qui étudie cinéma à Paris et j'ai eu une question. Depuis, vous avez 12 ans, vous commencez à travailler dans le domaine cinéma. Oui. Et jusqu'à maintenant, je suis sûre qu'il y avait beaucoup de difficultés. Et je voulais savoir comment vous avez surmonté par rapport à
cette difficulté. Vous êtes actrice? Non, j'ai étudié en cinéma. Je voulais devenir réalisatrice. Ah ben c'est le moment, hein, parce que la Corée, c'est le top. Merci beaucoup. Non, c'est vrai, c'est vrai. Non, mais vous faites le chemin. Le chemin, il est difficile. Et c'est vrai, mais moi, je sais pas, c'est une sorte de foi que j'ai, que le chemin difficile, c'est ce qui vous donne le profondeur. Ce qui vous donne votre métier, le profondeur, que ce soit comme réalisateur, comme producteur, comme écrivain, comme acteur. C'est vrai que ça doit être... Je ne connais pas beaucoup le métier en France, et je sais que c'est différent là-bas. Comment les choses marchent, comment les choses ne marchent pas. Mais par exemple, moi j'ai mon fils qui devient un acteur là, en ce moment. Et là, il est à New York. Et il est tout seul, moi je lui ai rien dit. Et c'est vrai qu'il vit un moment assez difficile. Il va falloir qu'il fasse tous ses interviews et tout ça. Et c'est un moment qui est riche. Hein, c'est un moment qui est très riche. Aussi pour si vous écrivez, je ne sais pas si vous écrivez. Oui, c'est un moment qui est très riche. Pensons à vous aussi. Oui, alors parlez de vos propres histoires, de vos propres trajets. Maintenant? Non, dans votre écriture. Oui, excusez-moi. Dans vos scénarios, Excusez-moi. On a une... Juste pour la dernière chose, excusez-moi, ma mère, elle est vraiment grande fan de vous, du coup, elle voulait juste passer. C'est gentil. Elle vous aime beaucoup. Dites coucou pour moi. Merci pour moi. beaucoup. Sophie. On a une question au fond de la salle là-bas. Hello, Jodie. I would like to ask how the industry has changed over the years. So, what do young actors needed to do 20 years ago, and what do they need to do now to get the world recognition? Comment l'industrie a changé ces dernières années? Que devait faire un jeune acteur il y a 20 ans et que doit-il faire aujourd'hui pour avoir du boulot? Le plus grand changement, c'est le ou là? Le plus grand changement au cinéma, c'est la technologie qui a tout changé. Hein, les ordinateurs, la digitalisation. Et pour les acteurs, c'est une bonne chose. Parce que maintenant, vous pouvez faire des films pour des cacahuètes. Et là, vous pouvez faire des films avec vos amis. Vous pouvez faire des films sur vos iPhones. Et là, vous arrivez à répéter, à essayer des choses, à être créatif d'une façon que nous, on ne pouvait pas faire. La chose, comme moi, il y a 20 ans, en tant que réalisateur, j'essayais de faire quelque chose, un petit truc. Ça m'a pris 3 jours. Il fallait engager des compagnies de visualisation et tout ça pour le faire. Maintenant, je peux le faire sur mon téléphone. Alors, c'est un don pour les acteurs parce que là, maintenant, vous pouvez travailler solitaire, vous pouvez travailler avec vos amis. Il ne faut pas être... Cette idée qu'il faut être un grand professionnel pour pouvoir faire le cinéma, maintenant, c'est mort. Là, c'est... tout le monde peut être un cinéaste, tout le monde peut être même avec la photo, de voir le cadrage, etc. On a tous la possibilité d'être un artiste, plus qu'avant. On a le temps pour une dernière question. On va prendre la dernière au fond de la salle. La demoiselle, là, s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour. Comme on l'a dit, vous avez brillé dans des films de genre qui sont quasiment des films d'horreur, avec Le Silence des agneaux, oui. Flight Plan, Panic Room. Et je me demandais en fait quel était votre rapport avec le cinéma de genre et est-ce que vous aimeriez réaliser, vous, des films d'horreur? Je sais, on ne sait jamais. Hein, ça, c'est la réponse, c'est on ne sait jamais, parce que peut-être un jour je trouverai un scénario, film d'horreur. Par exemple, Get Out. Ça, c'est mon film de ces derniers 5 ans. Si c'est film d'horreur, je ne sais pas si c'est film d'horreur, mais thriller que j'ai trouvé ça avait tout. C'était un thriller, c'était excitant, mais en même temps qui était tellement profond psychologiquement, sociopolitiquement, tellement bien joué. Enfin, ça... si c'était un film comme ça, par exemple, oui, j'aimerais le faire. Mais film de genre, moi, je pense que je suis mieux à autre chose. En tant qu'actrice, oui. Enfin, parce que la peur, en tant qu'actrice, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Vous faisiez ça tellement bien dans Panic Room. Merci. Bon, allez, un petit cadeau bonus. Allez, une question. On va... Qui est-ce qui a crié là? Oh là là, je ne sais plus là. La demoiselle là en vert. Levez-vous, allez-y, sans micro, c'est pas grave. Allez-y. Go for it. Ah. Désolé, mais elle avait... Yeah, it's fine.
Hi. So what are the market challenges that you faced working as a female director and how did you get through them? Market challenges? Les défis principaux en tant que réalisatrice et comment vous les avez surpassés? Market challenges. Je suis pas sûre si je comprends market challenges. What's market challenges though? What do you mean? You mean in terms of business? Were you finding a problem being a female director? Oh, this is a good question. Yes. Wow. It's very interesting. So, Désolé. c'est vrai que j'avais des privilèges dans le cinéma parce que, comme je vous ai dit, il y avait beaucoup de pairs dans le cinéma qui m'ont donné des chances parce que j'étais déjà dans le cinéma. Et ça, c'est un privilège que j'avais que beaucoup d'autres femmes dans le métier n'avaient pas. Mais en même temps, des fois, je suis surprise, comme tout le monde, hein, comme toutes les femmes ici qui sont surprises par les agressions, micro-agressions, comme on dit, quand vous entrez dans le créneau d'être leader. Et c'est une chose qui évolue. Dans un métier d'homme, on n'a pas beaucoup l'opportunité d'avoir l'expérience de voir comment les femmes lead. Dirigent. Et des fois, il y a des confusions. Par exemple, moi, je suis très directe. Si vous demandez une question, je vais vous donner exactement la réponse et je ne mens pas. Et j'ai pas peur. Je vais vous dire la vérité. Et des fois, j'aurai quelqu'un devant moi, un producteur par exemple, qui dit « Ah non, j'ai envie que vous le fassiez comme ça ». Et qui peut être un peu agressif, etc. Et moi, je suis toujours très calme. Parce que je suis une femme, je ne vais pas lui taper à la figure, je ne vais pas râler, et en même temps, je ne vais pas pleurer non plus. Et ça, c'est aussi une chose dont ils comptent, parce qu'ils ne comprennent pas exactement comment les femmes mènent. Ils n'ont jamais vu des femmes qui menaient, des femmes qui dirigeaient. Alors, ils savent pas comment vous parler pour pouvoir vous convaincre de comment ils sont tellement intéressants et importants. Et comme leurs idées sont tellement justes, ils arrivent pas à comprendre. Et c'est là où j'ai trouvé une chose, c'est qu'ils vont par derrière. Après qu'ils voient que vous pleurez pas, que vous faites pas la chamaille, que vous les tapez pas avec un je sais pas quoi, ils vont derrière, ils mentent, ils essayent de la voir différemment. Au lieu de communiquer et de dire « Hey, nous sommes pas d'accord, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Comment on va le résoudre ?» Parce qu'ils ont peur. Honnêtement, on a peur des choses qu'on ne comprenne pas, des choses qui sont tout nouveaux. Et ça, moi, je trouve que c'est un peu ma responsabilité, malheureusement, c'est d'éduquer les personnes avec qui je travaille, comment recevoir la direction d'une femme, parce qu'ils ne savent pas. Mesdames et messieurs, merci d'applaudir la palme d'honneur de ce 74e festival. Jodie Foster. Jodie, merci infiniment. Merci. Merci à vous, Didier. Au revoir.